Bonjour à tous, ce soir, je vous souhaite la bienvenue à Grand Angle, notre rendez-vous hebdomadaire. Qui a dit que c'est le fanatisme de la liberté seul qui peut avoir raison du fanatisme de la servitude et de la superstition? Point de citation. C'est l'écrivain Georges Darien. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine. Nous sommes toujours dans notre histoire et nous entamons ce soir la deuxième partie de notre émission sur le général Alfred Raoul. Il a passé près de 144 adjoints président de la République et après il est revenu, je pense, avec ses fonctions de militaire. Comment a-t-il vécu cette transition? Est-ce qu'il a pris normalement ou c'était difficile pour lui? Bon, il a remplacé le président Alphonse Massamba Deba, c'était en septembre 68. Et le 31 décembre, il y a eu donc le congrès qui a mis en place le PCT. Et c'est là où il quitte cette fonction. Et après, il prend d'autres fonctions. Il devient vice-président. Ben, vous savez, on vivait à une époque, c'était l'époque révolutionnaire. Hein. Donc, il fallait accepter les conditions qu'on vous présentait. C'est quand même humain. S'il y a quelque chose qui s'est passé en lui, on peut le mettre dans la foi, et ça s'est bien passé, disons. Au lendemain du mouvement insurrectionnel du 31 juillet, Marien Ngouabi est arrivé au pouvoir. Et Marien Ngouabi s'est occupé beaucoup plus du Conseil national de la Révolution. Et il fallait un Premier ministre. Et c'est Alfred Raoul qui avait été nommé Premier ministre. Alfred Raoul a été nommé Premier ministre de ce gouvernement-là. Il est resté de 1968 pratiquement jusqu'en 1971. Mais je dois ajouter aussi que le 4 septembre 1968, après les affaires dites de la météo, le président Massamba Deba démissionne de toutes ses fonctions. Mais il fallait un chef d'État. Et était-ce une inspiration des formules des pays socialistes ou pas? Bon, le responsable le plus élevé s'occupait de la politique, donc du parti. Et Ngouabi donc s'occupait donc d'abord du CNR. Puis en plus, oui, du CNR, oui. Après, il va créer le Parti congolais du travail. Et dans cet intervalle-là, Alfred Raoul a été chef d'État. C'est même d'ailleurs en cet honneur qu'il a représenté le Congo aux obsèques du général de Gaulle. Il était présent là-bas en tant que chef d'État du Congo. Mais dans la nomenclature des pays socialistes, il n'était pas le numéro 1. Le numéro 1, c'était Marien Ngouabi qui était à la tête du Conseil national de la Révolution. Et cela, il était cumulativement avec ses fonctions de Premier ministre. Cumulativement avec ses fonctions de Premier ministre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1971, vers la fin de l'année, il y avait une session extraordinaire du comité central comme ça, là, où, bon, qui a épuré qui, on a épuré plein de gens, bon, puis on a bousculé les structures et tout ça, là. Et c'est à l'issue de ça que, je crois d'ailleurs même que la fonction de Premier ministre avait peut-être été supprimée. Parce qu'après le 31 décembre, le jour de la fondation du Parti congolais du travail, de la clôture du congrès constitutif, il entre au bureau politique, mais il n'est plus Premier ministre et il est revenu à l'armée et on lui a remis sa direction des travaux du génie, mais il n'y restera pas longtemps. Je dois dire que c'est pendant que Raoul était président intérimaire qu'il m'a nommé ambassadeur. Vous voyez, parce que d'abord j'ai fait partie du gouvernement, et ensuite il m'a nommé ambassadeur. Je suis venu en France en tant qu'ambassadeur
de la République du Congo, sous Alfred Raoul. À la place où il était, et compte tenu des relations qu'il avait, cela a permis à l'ambassadeur que j'étais de travailler dans des bonnes conditions en France. Vous savez, en 1968, le gouvernement du général de Gaulle comprenait en son sein quelques ministres qui ont été à Brazzaville. Oui. Vous avez Yvon Bourges, secrétaire d'État à la coopération, vous avez Mesmer, qui était ministre des Armées. Mais tous deux ont été hauts commissaires à Brazzaville. Et ce sont des personnes qui ont bien apprécié le général Alfred Raoul. Et cela m'a facilité la tâche. Nous avons pu relancer la coopération franco-congolaise, notamment sur le plan militaire. On a eu du matériel, et on a eu aussi des formateurs. Et tout ça, c'est dans l'intérêt du pays. Mon premier contact avec celui qui deviendra le général Alfred Raoul, parce qu'à l'époque il n'était pas général, remonte aux années 70. Moi je venais d'arriver à la télévision et cette période coïncide justement avec l'arrivée des caméras amateurs auprès d'une certaine élite de notre société congolaise. Et Raoul était celui vraiment qui s'intéressait beaucoup à la caméra. Et donc, très souvent, quand il faisait des reportages privés, et il venait nous voir à la télévision, et notamment avec Kamba Sébastien, avec qui il avait noué une forte relation dans ce domaine. Et puis, j'ai eu aussi le privilège de voyager avec lui, notamment lorsqu'il a représenté le Congo aux obsèques du général de Gaulle. Nous sommes allés à Paris, et puis après à Colombey. Ça a été pour nous un grand souvenir, parce que nous avions découvert un homme très généreux, un homme très ouvert. Et pendant cette période, vraiment, on a découvert qui était celui qui deviendra le général Raoul, parce qu'à l'époque, il avait des hautes fonctions au niveau de l'État. Donc, c'est des gens qu'on n'approchait pas facilement. Et là, vraiment, nous avons eu à l'approcher. Et puis, en dehors de cet aspect professionnel, j'ai eu un cousin qui vient de nous quitter malheureusement, qui s'appelait Ouya Gabriel et qui était à l'époque à Air Afrique. Et comme à l'époque, les gens aimaient bien commander qui ait un petit disque, qui ait un parfum, et le général Raoul avait noué une relation assez étroite avec Ouya Gabriel. Et donc je le voyais, il venait chez Ouya, on se voyait. Et puis finalement, lorsqu'il a été nommé ambassadeur à Bruxelles, nous sommes allés le voir quelquefois avec mon cousin Ouya Gabriel. Et donc voilà. C'est là où nous avions essayé de construire cette relation que j'ai beaucoup appréciée par la suite. Alors quand il est rentré après Bruxelles, il a été nommé directeur général. À l'époque, on les appelait les DGP, en fait, directeur général président de la sucrerie du Congo. Et moi, je suis rentré pratiquement en même temps de France. Et puis un soir, il m'appelle. Il me dit, écoute, passe à la maison. Et je suis allé donc chez lui. Il me dit, bon, moi je viens d'être nommé à la sucrerie et j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Alors moi je dis, mais mon colonel, puisqu'il était colonel à l'époque, qu'est-ce que je vais venir faire? Moi je suis du monde de visuel et bon, la sucrerie, je ne vois pas tellement. Mais en fait, lui, il s'était déjà fait étudier. Il me dit, apporte-moi une fiche demain et je verrai si vraiment tu peux incarner l'homme la fonction que je vais te proposer. Effectivement, j'ai passé du temps. Je suis venu, j'en ai parlé à mon épouse, j'ai dit, mais voilà, le colonel Raoul me propose ça. Elle me dit, mais écoute, essaie de réfléchir. Et puis finalement, c'est à 2h du matin que j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai fait une fiche. Comme il savait que j'avais fait les sciences de l'information et de la communication, que j'avais fait les relations publiques, en fait, il cherchait un homme qui avait les contacts faciles, puisque l'entreprise était dans une situation très très difficile. On aurait été dans le monde privé que, en fait, c'est une entreprise. On aurait mis la clé sous le paillasson, comme on dit. Donc, il voulait rehausser l'entreprise. Il était déjà en contact avec les bailleurs de fonds. Mais il voulait, à côté de lui, quelqu'un qui ait les relations faciles, plutôt qui ait le contact facile. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait une fiche. Et le lendemain, je suis allé chez lui. Je lui ai présenté la fiche.
Il m'a dit, mais c'est ce que je voulais. Voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Bon, ok. Alors, moi, j'aimerais que tu animes non seulement le volet commercial, mais surtout le volet relations publiques de l'entreprise. Alors, moi, la seule condition que je lui ai posée, mon colonel, si vous voulez que je sois efficace, je ne peux pas assumer une telle mission en ayant pour base Nkayi, ce n'est pas possible. Et puis, à l'époque, on était encore à l'époque des fixes. On n'avait pas les portables. Alors, moi, je pense que pour être efficace, il faut être à Brazza. Et puis surtout qu'il venait de me dire que l'entreprise avait perdu les quotas européens donc, et américains, puisque bon an, mal an, lorsque l'entreprise fonctionnait, Succo avait des contrats avec dans le cadre des accords ACP. Succo fournissait 10 000 tonnes de sucre pour le quota européen et 5 000 tonnes de sucre pour le quota américain. Et donc, il fallait renégocier tout ça, notamment en passant par la représentation de l'Union européenne ici, et puis aussi à Bruxelles. Alors j'ai dit, mon colonel, si je dois faire tout ça, moi je pense que pour être efficace, et je veux être efficace, il faut absolument que nous puissions créer, ici à Brazzaville, l'antenne Succo. Et à ce moment-là, vous, tout en étant à Nkayi, moi je suis à Brazza, je suis en contact avec vous, et en même temps, je suis en contact avec non seulement la clientèle, mais aussi avec nos courtiers parisiens, parce qu'à l'époque, on avait un courtier parisien qui s'appelait Sucre et Denrées, et puis le courtier londonien qui s'appelait Riano de Passe. Il me dit, je te laisse toute l'attitude. Et c'est comme ça que nous avons créé donc, la structure de Brazzaville que j'ai dirigée. Et donc j'étais directeur des relations publiques chargé de la promotion commerciale. Voilà, on a travaillé jusqu'au moment où le général Raoul a quitté Succo. Un autre fait que les gens ne savent pas, Raoul, il y a eu une femme en 1966, une femme d'un caporal-chef. Cette femme, comme disent les médecins, les gynécologues, ou les obstétriciens ou les sages-femmes, cette femme était en travail. Elle était dans la salle d'accouchement en travail, l'enfant ne sortait pas. Le caporal-chef trouvait que les sages-femmes ne s'occupaient pas de son épouse, et puis elle a porté la main. Il y a eu grève à l'hôpital général. Ce n'était pas le CHU, c'était l'hôpital. Grève du personnel de sages-femmes. Ah non, les militaires, ils font la pagaille et tout. Bon, le docteur Miakanda, qui était le directeur de l'hôpital, ils ont arrangé avec les syndicalistes, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, toujours, il nous a encore réuni son staff. Il a dit, cet incident-là peut se reproduire un jour. Parce que les militaires que nous avons là, les anciens qui viennent de l'armée française qu'on a transférés dans l'armée congolaise, certains sont semi-analphabètes, alors il y a des problèmes qu'ils ne saisissent pas. Vaut mieux qu'on se mette à l'abri de cet incident. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Puisque les Français nous ont laissé un hôpital là, l'infirmerie de la garnison, mais il n'y a pas de maternité. Moi, je pense qu'on peut transformer le célibatérium en maternité. Le célibatérium des sous-officiers, parce que le bâtiment qui fait face à la 2e division blindée, la route qui passe devant l'école des enfants de troupes et qui descend jusqu'au camp du 15 août. Ce bâtiment qui est là, de la maternité, c'était le bâtiment où logeaient les sous-officiers célibataires. Hein? Les Batoukeba habitaient là, les Bouissamatoko habitaient là quand ils étaient sous-officiers dans ces années-là. Et il a dit, on va les faire sortir. On a dégagé tous ces sous-officiers et il a dit, bon, ben, il a demandé au bureau d'études, il y avait un bureau d'études où il y avait des topographes, il y avait des dessinateurs. Et il dit, allez regarder, ils sont allés. Lui-même, il est parti, mais dans l'entretemps, hein, vers les années 65, il avait déjà envoyé en formation des sous-officiers en France, comme Badiane Zebele, que vous aviez connu, grand joueur de football dans Diable Noir, et comme Bongo David, qui est à Pointe-Noire, un ancien enfant de troupe. Les Ebeya, le sergent-chef Ebeya, ils sont allés faire les études de bâtiment, hein, un brevet élémentaire de bâtiment dans les écoles du génie à Versailles. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, bon, vous me faites, on va transformer ce bâtiment-là
on va créer des chambres pour que... Et puis on va faire une salle d'accouchement. Bon, il a appelé des médecins, il avait aussi son réseau à lui. Il a eu des plans d'une maternité avec les salles d'accouchement et tout. Salle d'intervention chirurgicale. Et on a transformé ce bâtiment en maternité. Quand les Français sont partis à l'hôpital militaire, il n'y avait pas de maternité. C'est moi qui vous le dis. Il n'y avait pas de maternité. C'est Raoul qui a fait à la suite de l'incident que je viens de vous relater. Et avec nos crédits à nous. Il a commencé avec nos crédits à nous avant de poser la question au haut commandement, à l'état-major général. Et le défunt intendant Kiyindou a vu que c'était une bonne idée. Il a fait des coupes sombres dans certains chapitres budgétaires et il a financé cette opération-là. Et on a eu la maternité. Et le commandant Marien Ngouabi, quand Céline était enceinte, c'est à ce moment-là qu'il a fait construire également par le génie la salle VIP où accouchait Céline. Mais la maternité, elle existait déjà. Le général Raoul l'avait déjà créée. Et la maternité était fonctionnelle. Vous voyez, il y a à la fois la vision, mais il y a aussi à la fois le pragmatisme. C'est le général Raoul. La vision, le pragmatisme. Alfred Raoul était également un grand amateur des arts. Il jouait à certains instruments que représentait la musique pour lui. La musique représentait tout. Il se réveillait avec la musique, il s'endormait avec la musique. Il jouait le piano, la guitare, le saxo. Et il adorait. Si vous aviez vu notre maison à l'époque, c'était plein de disques. À l'époque, ce n'était pas les CD, hein. C'était les 33 tours, les 45 tours. On en avait tout le long des murs. Et puis les tableaux, la peinture par exemple. Il aimait aussi la peinture, il dessinait un peu. Il avait fait un de mes portraits, qu'on n'a plus parce que la guerre est passée par là. La musique, c'était vraiment sa vie. Partout où il passait, il ramenait des disques de ces pays. Et puis il chantait aussi. Hein, lorsque les musiciens nous faisaient la surprise ici, les Bantous particulièrement, il chantait avec eux. Mais nous avons eu beaucoup d'anecdotes. Vous savez, le jour où il a été, par exemple, nommé général par le président Lissouba, alors je suis allé voir Mme Raoul. J'ai dit, mais Mme Raoul, qu'est-ce qu'on peut faire pour le général? Ah, ben je ne sais pas. Moi, j'ai dit, écoutez, je vais voir nos amis artistes, notamment Essou, Nino, etc., etc. Bon, quand je suis allé les voir, je leur ai fait part de ce que je voulais faire. Ils m'ont dit, on marche. Et puis notre ami Bix aussi. Alors j'ai dit, bon, on va faire la surprise au général Raoul. Vous arriverez à la maison, je vais m'entendre avec Mme Raoul. Et quand vous allez commencer, nous serons à l'extérieur. Ok. Et donc c'est ce que nous avons fait. Je suis allé dire à Mme Raoul, bon, ok, Banco, ça marche. Je suis allé voir Essou, je suis allé voir Nino, enfin, je suis allé voir Pamelo, etc., etc. Donc quand ils vont arriver, en tout cas, moi je m'arrangerai l'après-midi dès 15h de venir chercher le général, parce qu'on aimait bien quelquefois aller faire une petite excursion, aller boire un petit samba sur la route du Nord ou sur la route du Sud. Et je suis allé le chercher ce jour-là à 16h. Et pendant ce temps, les musiciens étaient censés arriver à 18h. Et les choses ont été vraiment faites comme on l'avait prévu. Donc, quand les musiciens sont arrivés, Mme Raoul avait ouvert le bureau, parce que le général Raoul était un mélomane, non seulement mélomane, mais qui jouait des instruments aussi, des clarinettes, saxo, etc., guitare même. Alors, quand ils sont arrivés, ils se sont mis à jouer. Alors moi, sachant que Mme Raoul devait apprêter tout ça à une certaine heure, et quand nous sommes arrivés, donc, devant la maison du général Raoul, le général Raoul entend qu'il y avait un orchestre qui était en train de jouer. Alors, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Alors, j'ai dit, mon général, je ne sais pas, mais on va voir. Et puis, quand on arrive, eh ben, les amis étaient là, et le général Raoul a pris son saxo.
je crois que c'est vraiment un jour que je n'oublierai jamais, parce que j'ai trouvé là le général qui a explosé de joie, mais aussi qui nous a montré ses talents de musicien. Et ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Hein. Mais je n'oublie pas également, lorsque je l'accompagnais, par exemple, en Belgique, hein, parce que le général Raoul était vraiment un mélomane. Il aimait bien, lorsqu'on était en mission, il descendait, par exemple, au Méridien. Et là, la première des choses, c'est le soir, on allait écouter du jazz, puisqu'il y avait un orchestre de jazz qui jouait au Méridien. Et à Bruxelles, c'est pareil, notamment au Ramadan. Là aussi, tous les soirs, il y avait un orchestre de jazz. Mais ce que j'ai retenu du général Raoul, c'est un monsieur qui m'a, d'abord de par sa carrure, mais un intellectuel affirmé, un bel homme, mais ce qui m'a vraiment épaté chez lui, c'est sa simplicité. Hein? C'est par lui que j'ai su que la simplicité apportait l'intensité. C'est un monsieur qui était très abordable, il recevait chez lui l'homme de la rue, il recevait tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas les citer, ces jeunes gens. Moi, j'ai connu des jeunes gens qui arrivaient chez lui, par exemple très jeunes. Mon général, qu'est-ce que vous êtes beau dans votre tenue de militaire? En tout cas, moi, je ferai Saint-Cyr. Et parmi ces jeunes, j'en connais 2 qui sont devenus Saint-Cyriens, et dont un est d'ailleurs fait partie de l'équipe dirigeante de notre armée. Mais il y a aussi des jeunes gens qui venaient le voir en disant « Mon général, moi j'aimerais être comme vous ». Parce qu'en fait, le général, c'est un homme de culture. Il avait, je crois, que la plus grande bibliothèque de Brazzaville. Et donc, les jeunes venaient, ils lisaient, etc., etc. Et quand ils avaient fini de lire, on faisait de la musique. Non. Donc, le général Raoul, mais il aimait la peinture aussi. Moi, c'est par lui que j'ai connu Goten, par exemple. Goten qui, comme vous le savez, peut-être, Goten a fréquenté dans le milieu parisien, a eu à fréquenter des grands artistes, hein, comme Picasso. Et d'ailleurs, j'ai eu à rencontrer mon cher ami Vincent Gomez, qui est très intéressé également par la culture. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait une exposition, n'est-ce pas, de tableaux de Picasso, et notamment qui relève de la période où il a fréquenté les Goten et autres. Et on voyait très bien la marque de Goten sur l'œuvre de Picasso. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, pourrez-vous vous rapprocher peut-être de Vincent Gomez, qui a eu l'insigne honneur, n'est-ce pas, de s'approprier quelques-uns de ces tableaux. Et donc, le général Raoul, c'était un homme simple, c'était un homme très cultivé, et c'était un manager en plus. Et moi, c'est auprès du général Raoul que j'ai appris comment gérer les hommes et les choses, le regard qu'on doit avoir sur l'autre. Il me disait toujours, mais tu sais, quand tu es chez toi, il y a tous ceux qui t'entourent sont importants, que ce soit le cuisinier, que ce soit le chauffeur, que ce soit le jardinier. C'est des gens qui méritent respect. Et puis, le général Raoul aimait faire la cuisine. Alors, il avait un plat spécial, c'est le riz et le cornet-bif, notamment l'exéter. Alors, quand il faisait la cuisine, il avait son tablier, et là, quand il t'appelait, bah, écoute, tu viens, je vais faire la cuisine. C'était pour aller manger du riz et du cornet-bif. Là, tu sentais que c'était un homme qui était heureux, parce que c'est quelque chose il aimait ça, et il aimait partager. Alors, très souvent, quand les gens nous voyaient, ou les gens me rencontraient, ils me disaient toujours, mais qu'est-ce que tu peux te dire avec le général Raoul? J'ai dit, mais c'est un ami. C'est vrai que c'est un ami. Mais avec Raoul, on se dit tout ce qu'on peut se dire entre amis. Parce que, effectivement, j'ai eu cet honneur, ce privilège. J'ai été l'ami de Raoul. Et je garde de Raoul l'image d'un homme, mais qui savait transmettre aussi. C'était un homme qui était très généreux du point de vue intellectuel. Quand il avait quelque chose, il te l'exposait, il débattait, il attendait ta réaction. Et il m'a formé aussi sur ce plan-là. J'aime bien quand vous dites le président Raoul, parce qu'on entend ce nom après le mouvement du 31 juillet 68. Et on est étonné d'entendre un nom qui est une association de 2 prénoms. Et puis, on sait ce qui s'est passé par la suite avec Maria Ngouabi. Alors, une vingtaine, 25, 30 années plus tard, je suis donc à Nancy. Après mes études, je commence à travailler dans une agence qui faisait du conseil en marketing,
conseiller en communication, redressement des entreprises en difficulté. Et quand vous commencez dans une agence comme ça, on vous donne la responsabilité de la prospection. Donc à partir du Minitel, vous définissez une zone, et puis vous allez à la prise de rendez-vous, et puis ensuite aller présenter les prestations de votre entreprise. Alors il y avait un complexe, bowling, restaurant, hôtel, qui avait été ouvert du côté de Marcel Picot, ceux qui connaissent Nancy. Et donc j'ai un rendez-vous là-bas. Eh bien c'est la deuxième fois que j'entends parler d'Alfred Raoul. Je rencontre donc le responsable de ce complexe. Et après que je me sois présenté, il m'a laissé le temps de travailler, à la fin il me demande « Mais vous êtes de quel pays ?» J'ai dit « Moi je suis du Congo-Brazzaville. » Il dit « Ah, Congo-Brazzaville. Mais je connais un monsieur qui dirige une industrie sucrière dans votre pays, Alfred Raoul. Vous voyez, en pleine Lorraine. Et il me dit, c'est un homme remarquable. Bien. Alors, dans les années 92, je reviens donc à Brazzaville, à la faveur de la conférence nationale, de l'ouverture démocratique. Et on se dit, voilà, j'ai une trentaine d'années, je voulais me lancer dans la création d'entreprises. Et je me retrouve en train de prospecter. Et je suis contractualisé par l'ONPT, reçu par M. Bissil à l'époque DGP, et je gagne le contrat. Mais comment commencer la réalisation d'un annuaire téléphonique sans appui financier? Alors je fais le tour des banques de la place, notamment la BIDC, auprès de laquelle j'avais déjà signifié que j'étais en compétition avec Afrimédia et puis d'autres structures, mais qu'il me fallait un appui, un accord de principe pour que moralement je sois compétitif face aux autres. Et donc la BIDC, notamment le directeur général, M. Mathias Nzon, m'avait assuré de son soutien. Je signe le contrat, je monte le projet, je fais un acte de notissement de marché pour pouvoir obtenir, je ne vous le cache pas, un crédit de 20 millions qui allait me rapporter 250 millions de francs CFA avec vente d'espaces publicitaires et puis vente d'une quantité d'à peu près 5000 annuaires téléphoniques. Mais je voulais également m'équiper d'un outil informatique qui allait me permettre d'accéder à ce qu'on appelait à l'époque la publication assistée par ordinateur. Et au dernier moment, la BIDC ne me suit pas. Et donc je suis en pleine panique. Je dis, mais comment vais-je faire? J'ai une trentaine d'années, j'ai un contrat d'une entreprise comme l'ONPT sur le dos, je voyais déjà les poursuites auprès de la justice, la réputation et une vie qui pouvait se compliquer. Alors à l'époque, nous avions un petit cercle de rencontres, de discussions, où il y avait Hugo Otto, Alain Dalla, Willy Onyami, qui travaillait à Afrimédia, Hugo Otto, donc fils de M. Pierrot Tombongo, qui était le patron du GEPOM. Et dans nos discussions, on était tous comme ça, en pleine phosphorescence, parce que on se disait que l'ère était venue pour les jeunes qui pouvaient entreprendre, créer des entreprises, et on pensait qu'autour du GEPOM, on pouvait bâtir comme ça des activités de sous-traitance. Et je pose ce problème. Je dis, moi j'ai un souci énorme, j'ai un contrat sur les bras, la banque qui devait me suivre, ne me suit plus. Comment vais-je faire? Je ne connais personne dans ce pays. Et là, fait incroyable, c'est Alain Dalla qui m'écoute. Et lui, il avait ouvert du côté de la Main Bleue une structure où il faisait déjà de l'initiation comment dirais-je, au traitement de texte, initiation à l'informatique. Il me dit, écoute Alain, moi je connais un monsieur, c'est le général Alfred Raoul, il est à la tête de la BNDC, je peux te prendre rendez-vous avec lui, on va aller le voir. Je dis, ah bon? Alfred Raoul dit, oui, il a une capacité d'écoute des jeunes, peut-être qu'il peut t'aider. D'accord. Et mon bureau était au Méridien, entre le salon de coiffure de Madame Lekunzu et le salon de pédicure-manicure de Madame Regla. Et puis un soir vers 20h, Alain est arrivé, parce que j'attendais
cet instant avec beaucoup, bien entendu, d'impatience, parce que le temps passait et j'avais des engagements vis-à-vis de l'ONPT, donc M. Bissila avec Mme Lipou Massala qui était ministre de la Communication à l'époque, donc j'avais peur d'avoir des problèmes avec l'État. Et puis donc on arrive chez Général Raoul, un soir, je vois un homme assis sur une espèce de rocking chair, avec un piano. Je suis intimidé parce qu'il était quand même d'un gabarit impressionnant. Il nous reçoit. Alors Alain Dalla fait les présentations. Alors il me dit, alors c'est vous, Alain Akwala? Je dis oui, c'est moi, mon général. Alors parlez-moi un peu de vous. Alors je lui raconte comment est-ce que j'étais en France et que j'avais décidé de rentrer dans mon pays à 30 ans pour m'engager dans le processus de création d'une entreprise et me donner 10 ans pour essayer de trouver ma voie. Parce que quand vous démarrez dans une entreprise, il faut prendre le temps comment dirais-je, de connaître un échec, de vous redresser, de vous relever, et je ne peux pas commencer à 40 ans. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, j'explique. Il dit, c'est quoi le marketing? Je lui explique, et je prends l'exemple de la librairie Alfred Raoul. Comment on pouvait mettre en place un processus de connaissance de sa clientèle à travers un fichier, comment analyser les comportements de ses différents clients, comment les fidéliser, comment voir au niveau de sa librairie les produits qui marchent le plus, ce qu'on peut considérer comme les produits d'appel, mettre en place un système de mailing, etc. etc., etc. Il dit alors, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? J'ai dit, écoutez, mon général, moi j'ai fait j'ai obtenu le contrat, donc j'étais intimidé bien sûr, ça me revient. J'ai obtenu un contrat avec le NPT, donc M. Bissila, Alfred Nkwa également, qui est aujourd'hui député, je crois, secrétaire général de l'ONPT à l'époque. Ils m'ont fait confiance, je n'ai personne dans ce pays, je ne connais personne, je viens d'arriver. Et puis il se trouve que la BIDC, qui devait m'accompagner, au dernier moment me lâche. Et là, je crains, parce que dans la clause contractuelle, enfin du contrat, il y a une clause qui prévoit éventuellement des poursuites, etc. Il dit alors, tu as besoin de combien? J'ai dit, j'ai besoin de 20 millions. Bon, moi, je ne suis pas riche, moi. Hein. La banque n'est pas aussi riche. Et ça peut te permettre de gagner combien? Je dis 250 millions, mais sur les 20 millions, en réalité, je veux acheter un équipement. D'accord. Il dit, mais pour démarrer, parce que ça, c'est d'une manière générale, mais qu'est-ce qu'il te faut pour démarrer exactement? Je dis, écoutez, pour que je puisse démarrer, en général, il faut que j'ai de quoi faire la promotion du fait que j'ai le compte à la ligne téléphonique du Congo, il faut que je fasse des publicités à la télévision, il faut que je fasse la maquette, il faut que je fasse des affiches publicitaires, et à partir de là, ça peut me permettre de pouvoir entrer dans les entreprises. Mais dire comme ça que je suis l'annuaire téléphonique, sans que la CFAO et tous les annonceurs qui étaient hier fidélisés par Afrimédia, il n'y a aucune crédibilité. Il faut combien pour cela? J'ai dit, bon, il faut 6 millions pour démarrer. 6 millions. Je dis, bon, d'accord. Et alors, demain, il faudra passer à la banque. Monsieur Obela, paix à son âme, qui est également un grand frère, parce qu'il connaissait mes aînés, il dit, Monsieur Obela va vous recevoir, il va vous aider à faire votre dossier pour que le dossier soit nickel, pour que la banque puisse effectivement vous accompagner. Donc, dans un premier temps, je mets à votre disposition 6 millions de francs CFA. Mais régulièrement, il faudra me rendre compte. Tu vas ouvrir un compte à la BNDC et tous les chèques que tu recevras ou tout le liquide que tu recevras par rapport aux espaces publicitaires que tu auras vendus, tu vas les mettre au niveau de la BNDC. Et en fonction du comportement de ton compte, de son évolution, et on pourra voir si on peut attaquer la seconde partie, parce qu'il te faut quand même 14 millions pour pouvoir acheter le matériel. Alors il ne faut pas que tu charges la barque dès le départ. Et voilà donc comment est-ce que ce monsieur me reçoit. Le lendemain matin, je vais à la BNDC, monsieur Bella me reçoit, et nous faisons tout le dossier. On a fait tout le dossier, et il m'a débloqué les 6 millions de francs CFA, et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle à Brazzaville. C'est un
patriote, en sens que il tenait à tout prix à ce que nous, les responsables, défendions les intérêts de notre pays. Et je vais plus loin, parce que à ce moment de l'histoire nationale, il y a le climat, disons, international qui est préoccupant, puisqu'il y avait la guerre froide, n'est-ce pas? Il y avait un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Et heureusement pour nous, le gouvernement de Massamba Deba avait opté pour le non-alignement. Donc, avec Nasser, Tito, Nehru, voilà, c'est un bloc des pays qui ne tenaient pas à être ni de l'Ouest ni de l'Est. Voilà. Ça, c'est la conférence. Voilà, leur lutte consistait à garantir d'abord leur indépendance, souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, voilà. Alors, à partir de ce moment-là, il ne suffisait pas d'avoir des responsabilités, mais il fallait à tout prix défendre nos intérêts. Et ce n'est pas seulement les intérêts du Congo, c'était les intérêts de l'Afrique. Contre qui? Mais contre les impérialistes. Par exemple, tous les mouvements pour l'indépendance, comme le MPLA, ont reçu l'appui de la République du Congo. Tous les mouvements qui ont lutté contre la ségrégation raciale ont reçu l'appui de la République du Congo. Alors donc, pour revenir à Raoul, n'est-ce pas, il était farouchement déterminé à aider les pays qui n'avaient pas encore leur indépendance, mais dont les mouvements luttaient pour la libération de leur territoire. Bon, ensuite, au plan intellectuel, n'est-ce pas, j'ai beaucoup apprécié d'être à ses côtés parce qu'il était solide, notamment en ce qui concerne la matière économique. En plus de ses qualités militaires, que je ne connais point, mais s'agissant du travail national, au plan de l'économie, il était très, très, très complaisant. Quand je suis allé en formation encore en 66 à Bourges, quand j'ai fini, je voulais rentrer. Il a dit, les équipements soviétiques, c'est bien, mais technologiquement, c'est un peu en retard. Il faut qu'on commence à acheter des équipements. Et il a acheté à la CFAO ici, à l'époque, les pelles chargeuses de fabrication américaine de marque internationale. Et il m'a demandé, avant de rentrer, d'aller faire un tour dans un stage dans la banlieue parisienne. J'ai fait un stage de 3 mois là-bas à Ris-Orangis. J'étais aussi celui qui m'a dit, tu es un petit peu trop flegmatique. Il m'avait envoyé en stage de 2 mois en formation à la 153e compagnie de réparation du matériel à Baden-Baden, en Allemagne. Et c'est là aussi que j'ai fait la connaissance du général Jacques Massu, qui commandait les troupes françaises en Allemagne. Donc, le général Raoul, physiquement, il affichait une allure affable, mais c'est un monsieur ferme dans son commandement, mais à la fois paternel. Il l'aimait bien, il était très attentionné envers ses subordonnés. Voyez, il donnait des conseils de père, de chef à la fois, de grand frère et de père. Bon,
Et je veux vous dire autre chose encore sur la vision. Vous savez, vers les années 65-66, il y avait ce qu'on appelait la région ou le département de la Nianga-Loïse, chef-lieu Mosenjo. Mais ce département, ce chef-lieu était pratiquement enclavé. Quand vous preniez la route à Dolisie, vous passiez par Makabana, vous continuez, mais après ça, les routes pénétrantes à l'intérieur, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait M. Bouanga, le beau-père du docteur Mwanga Yirika, qui était un exploitant forestier dans les parages, mais il faisait les pistes pour accéder aux zones où il avait un permis pour exploiter le bois. Mais les routes d'intérêt général pour la population, il n'y en avait pas. C'est lui qui a dit, il y a le chemin de fer, la route qui vient de Dolisie ne fait que suivre le chemin de fer. Faisons une perpendiculaire qui partira du chef-lieu de la région, de la préfecture de la Nianga-Loïse, c'est-à-dire Mosenjo, pour la gare de Lebiga. Parce qu'il avait en tête aussi, il voulait que le génie fasse l'exploitation du bois. Et le ministre d'Acosta, qui était directeur général des eaux et forêts à l'époque, puis il est devenu secrétaire d'État à la Défense, qui était lui-même un ingénieur des eaux et forêts, a dit Raoul, ça c'est une bonne idée. Et il a mis dessus une unité du génie, une section renforcée avec des engins, et on a ouvert la route Mosenjo, Lebiga, la gare de Lebiga, et la variante qui allait à Tingidi, au village du président Lissouba. Et aujourd'hui, cette route, je crois qu'elle existe encore, puisque les gens y vont à Tingidi à partir de Mosenjo. Mais cette route, c'est l'idée, la création du général Raoul. Et nous, on a exécuté. Une route en terre, latérité compactée. Moi, avec les jeeps russes, je faisais du 100 à l'heure. Latérité compactée, je faisais du 100 à l'heure avec des saignées pour faire couler les eaux de pluie, pour pas que la chaussée se dégrade. Sur le plan de la vision, voilà ce qu'est l'homme Raoul. Et régulièrement, eh bien, il nous faisait venir un groupe de jeunes, Alain Dalla, moi, et on discutait. Alors un jour, étant un peu moins intimidé, j'ai dit, mais mon général, vous savez, quand j'étais enfant, vous avez été président. Il dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça change et que ce soit Marien? Il me dit, oh, jeune homme. Il dit, tu sais, nous, à l'époque, quand il y a eu cette situation historique, eh bien, on se disputait, on se chamaillait, parce que chacun refusait le poste de président. Je disais que c'est pas moi, Marien disait que c'est pas moi. Et ça a duré comme ça. Contrairement à vous aujourd'hui, les jeunes. Contrairement à vous. Et là, nous sommes bien entendu dans la suite, on va dire, des comportements déviants, issus de la conférence nationale et au nom de la démocratie, ou la résurgence, si vous voulez, du facteur ethnique, primauté de l'appartenance ethnique sur tout le reste. Et il dit, moi, j'ai des inquiétudes. Notre pays a besoin des jeunes comme vous, qui prenez le champ de l'entreprise. C'est un champ qui est vierge. Et nous, à l'époque, quand on faisait la politique, on n'appelait pas ça à faire la politique. On était naturellement engagés pour notre pays, parce qu'on aimait notre pays, parce qu'on avait un idéal, parce qu'on rêvait faire de notre pays un pays avancé. Et c'est là qu'il va m'expliquer, par exemple, la bataille, je dirais, les batailles menées par leur génération pour pouvoir, par exemple,
construire la raffinerie de Pointe-Noire. C'était pas facile. Projet qui, a priori, avait été prévu pour notre pays. Et puis, quand ces jeunes dits révolutionnaires arrivent à la tête de notre pays, alors, évidemment, certaines puissances sont effrayées par le discours patriotique, révolutionnaire, mais qui en fait étaient simplement des jeunes qui aimaient leur pays. Et comment est-ce que l'Algérie est intervenue, comment est-ce que certaines personnes, certains cadres du pays, pour quitter l'Algérie, passer par l'Europe, à travers la France, il faut le citer, eh bien, est obligé de voyager avec de fausses identités. Voilà. Il expliquait tout ça. Et donc, pour lui, il considérait que l'avenir du pays devait passer par des jeunes qui, entreprendre, veut dire qu'on a un rêve pur, authentique. Mais cette génération qui était issue de la conférence, les forces du changement, enfin, vous connaissez, hein, toutes ces... Ils considéraient que là, il n'y avait plus d'idéal. Il y avait une espèce de brouhaha général et une espèce de brouillard intellectuel et idéologique, et qui progressivement était en train, comment dirais-je, d'envahir les esprits lucides. Et on perdait la lucidité dans l'action politique. Et nous sommes quand même en 1992-93. Et là, nous avons quelques petits soucis dans une partie de la ville de Brazzaville. Et donc pour lui, il considérait que eux, ils ont eu une attitude totalement authentique par rapport à notre pays. Mais il craignait que les nouvelles générations, et on peut aujourd'hui avec le recul, moi-même je n'imaginais pas me retrouver dans la vie politique, avec le recul, c'était des propos assez prémonitoires. Et c'est ce qui fait justement la grandeur des grandes âmes et des visionnaires. Et donc, à ce moment-là, il nous conseillait de foncer dans le domaine entrepreneurial. Les souvenirs que j'ai de cet homme, c'est quelqu'un qui était ici, c'était le premier Saint-Cyrien. Et puis, bon, nous, les Saint-Syriens, on commençait déjà à devenir un peu nombreux. Et à un moment, il a pensé que ces jeunes-là, il faut les encadrer, endiguer leur démarche et les aider justement à mener une carrière harmonieuse et puis une carrière sereine, normale et tout, dans l'honneur et la dignité, comme on dit chez nous à Saint-Cyr. Et c'était ce qu'il avait fondé l'amicale des anciens de Saint-Cyr du Congo, et que j'ai l'honneur de diriger juste aujourd'hui. Mais c'est lui qui nous a laissé ça. Mais là, on a vu toute la mesure de l'homme. On le voyait. Les gens qui le voient de l'extérieur, là, ils ne savent pas toujours, ils ne le connaissent pas toujours à fond. On le voit là, bon, calme, des mouvements lents et tout le reste. Là. Non, mais c'est quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale. Quand il était dans son milieu, vraiment, vous le voyez, il savait rire comme tout le monde, il savait s'amuser aussi comme tout le monde. Hein? Il savait aussi s'amuser comme tout le monde. D'ailleurs, je me souviens d'une conférence qui avait eu lieu ici sur le droit humanitaire international. Et on avait fait venir des Saint-Syriens, on avait fait venir des délégations de Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, de partout là. Et dans ces délégations-là, il y avait aussi des Saint-Syriens. Et quand ils sont arrivés, nous avons retiré les Saint-Syriens. Et le général nous a amenés dans son sillage. Et en tout cas, ce qui est vrai, on a passé du bon temps. Et ceux qui le voyaient pour la première fois étaient surpris de voir qu'il savait lui aussi vivre. Il savait lui aussi être au milieu des jeunes. Et il savait lui aussi être avec des amis. Bon, c'est vrai, nous, on était très loin de lui hein, en termes d'âge et d'ancienneté. Parce que moi, quand je reviens sur le lieutenant, il est déjà capitaine. Ça fait déjà une sacrée trotte. Et puis, quand je dis, il a quitté le Congo pour s'engager dans l'armée en 59. En 59, moi, j'étais encore en 4e. Alors, vous voyez que la marge d'âge et d'ancienneté est très grande. Mais, alors, et ça, c'est encore moi. Mais ceux qui venaient après moi, par exemple, je vois les gens comme le général État et tout le reste là, mais qui sont 6 promotions après moi. Donc, à côté de lui, ils sont
Ils ont, je ne sais pas combien d'années de créneau, quoi. Voilà. Et ça va. Et puis, l'attention qui est réservée aux jeunes qui arrivaient, s'est manifestée à plusieurs occasions. Vous savez, quand j'étais encore en France, là, ouais, j'étais déjà à Koweït-Kidam. La promotion qui vient après moi était forte de 4 Congolais. Mais il y en avait 2 autres. Parmi les 4, il y en avait 2 qui n'avaient pas réussi au concours directement. Normalement, il aurait fallu qu'ils reprennent. Mais moi, je pensais que c'était une perte de temps que de les obliger à reprendre l'année là, où on ne faisait que de l'enseignement général. Et à Koweït-Kidam, c'est vrai, on fait de l'enseignement général aussi, mais c'est beaucoup plus l'enseignement militaire. C'est-à-dire qu'on retarde d'autant de temps le moment où les petits peuvent être confrontés justement à la préparation militaire proprement dite. Alors j'ai pris sur moi de lui écrire une lettre. Je lui ai écrit une lettre. À l'époque, la poste existait. Mais il a réglé ça. Et les petits ont été intégrés à l'école. Ils ont été admis à l'école et ils sont sortis 2 ans après. Bon, ils n'ont pas été plus mauvais que d'autres. Ils ont été... Ouais, comme quoi, on leur a fait perdre une année supplémentaire pour rien. Hein? On leur a fait perdre une année supplémentaire pour rien. Et ici, le dernier acte, justement, qui marque l'attention qu'il avait pour les jeunes, il était le parrain de la 4e promotion de l'Académie militaire Marien Ngouabi. Et il leur a dit, c'est peut-être parce que la nature ne lui a pas laissé beaucoup de temps, mais je suis sûr qu'il aurait pu faire beaucoup pour encadrer ces petits-là et les guider. Mais les discours qu'il leur avait tenus et les activités qu'il a menées avec ces jeunes-là, pendant le temps où il était ici, étaient suffisamment éloquentes par elles-mêmes. Il avait une attention assez soutenue pour les jeunes qui venaient, les jeunes officiers. Et pour les Saint-Syriens, ben, ça, il avait une attention particulière. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de la 2e partie de cette émission. Merci d'avoir une fois encore été des nôtres ce soir. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine sur la chaîne nationale, toujours avec le même plaisir et surtout, portez-vous bien. Pensée du jour. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute la vie pour apprendre à se taire. Point de citation. Proverbe chinois. À méditer.